Bonjour à tous. Comment allez-vous les amis aujourd'hui? Alors, mince. Alors aujourd'hui, oh, ça va m'énerver ça. Là. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo savoir inutile. Alors, commençons tout de suite avec une question, je dois dire vraiment très importante et existentielle, à savoir pourquoi avons-nous deux oreilles? Alors, nos oreilles servent à entendre évidemment ce qu'il se passe autour de nous. Mais pourquoi en avons-nous deux et comment fonctionnent-elles? Les oreilles font partie du système auditif humain. D'une structure complexe, elles permettent la collecte des ondes sonores, leur transmission et leur interprétation par le cerveau. Chacune des parties de l'oreille joue un rôle dans ce processus, de la captation jusqu'à la conversation pour permettre une bonne audition, y compris le pavillon qui ne sert pas qu'à tenir vos lunettes. En effet, cette partie est tout aussi utile pour bien entendre que le reste de l'oreille. Mais au fait, pourquoi l'être humain a-t-il deux oreilles? A-t-on vraiment besoin d'une oreille droite et d'une oreille gauche dans la vie quotidienne? Pourquoi avons-nous deux oreilles et une bouche? Pourquoi avons-nous deux oreilles et une bouche? D'un point de vue philosophique, la réponse à cette question a été résolue il y a fort longtemps. Pour preuve, les citations de Zénon d'Élée, la nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions le double de ce que nous disons. Et de Diogène de Sinope, nous avons deux oreilles et une langue pour écouter plus et parler moins. Tous deux s'accordent sur le fait que la plupart des gens n'écoutent pas l'autre, pensant plus à convaincre qu'à comprendre leur interlocuteur. D'un point de vue physique, avoir deux oreilles, une oreille droite et une une oreille gauche est la base de l'audition binaurale.
Est-ce que les deux oreilles communiquent? Nous entendons avec l'oreille droite et avec l'oreille gauche. Cette audition à deux oreilles est l'audition binaurale, indispensable à l'apprentissage et à la compréhension de la parole et du langage. En effet, l'audition binaurale permet de localiser les sources sonores et ainsi de nous orienter dans l'espace. On peut dire qu'il s'agit d'une écoute des sons en 3D ou en stéréo. La communication entre les deux oreilles est donc essentielle. A contrario, une audition unilatérale ou qui présente une différence d'intensité entre les deux oreilles ne permet pas d'entendre correctement une conversation dans les environnements bruyants ou d'avoir une bonne perception de la musique. Selon la gravité de la perte auditive, il existe des solutions auditives pour équiper l'oreille d'un appareil auditif ou d'un implant cochléaire pour une meilleure expérience d'écoute. À quoi sert l'oreille externe? L'oreille externe joue un grand rôle dans le processus de l'audition. Partie visible du système auditif, elle présente trois parties. Le pavillon ou auricule qui capte les sons et concentre les ondes sonores, le conduit auditif externe, puis le tympan. Cette membrane protégée par le cérumen vibre sous l'effet des ondes sonores qui sont amplifiées par trois minuscules os, les osselets, marteaux, enclumes, étriers. L'oreille externe est donc la porte d'entrée de l'oreille interne où se situe l'organe de l'audition. C'est ici que se trouve la cochlée qui abrite l'organe de Corti empli de périlymphe et les cellules ciliées. Ces cellules sensorielles captent les sons et les transforment en signaux nerveux qui seront transmis au cerveau via le nerf auditif. Un problème sur l'oreille externe gêne la capacité de bien entendre les sons, mais cela peut se réparer par la chirurgie. Autre question, ma foi, des plus importantes. Qui écrit les blagues carambars? Tout le monde connaît les célèbres blagues carambars, mais que sait-on de leur auteur? Vous avez sans doute ri plus d'une fois à la lecture d'une blague carambar avec les copains et les copines. Star des cours d'école depuis 1969, date d'origine des blagues carambar. Ce bonbon au caramel est indissociable de ses devinettes et de ses jeux de mots. Un peu comme les petits mots glissés dans les papillotes. Mais à la différence des chocolats lyonnais, les blagues carambar ne portent aucune signature. Cet anonymat entretenu par la marque depuis plus de 50 ans a pourtant fait l'objet d'un concours visant à le découvrir. Mais le mystère a-t-il été résolu? Qui invente les blagues carambar? L'humour est aussi vieux que l'humanité. Pour preuve, la plus vieille blague du monde, qui faisait sans doute rire les Sumériens, la voici. Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. L'humour étant très subjectif, nous vous laissons juges. Plus tard, il y a environ 2400 ans, ce sont les Grecs qui rédigent le premier recueil de blagues, le Philogélos, ami du rire en grec, attribué à Hiéroclès et Philagrios.
Par des jeux de mots ou des devinettes, il avait pour but de se moquer des avares, des charlatans, des eunuques, des gens à mauvaise haleine ou encore des nymphomanes. Et tout cela dans l'objectif de faire rire. Un point commun avec le ou les auteurs des blagues carambars d'aujourd'hui. Qui rédige les blagues carambars? Cette question est à l'origine de nombre d'hypothèses et de quelques vérités. On sait par exemple qu'un certain Stéphane a rédigé des blagues pour la marque, 70 € par blague validée. Tout comme de nombreux auteurs et autrices de blagues carambars anonymes, lauréats du concours de blagues carambars organisé par la marque pour célébrer le milliardième carambar. On sait aussi que des humoristes tels qu'Elie Moon ou Zep, le papa de Titeuf, ont écrit pour le célèbre Bonbon. Certains affirment qu'une agence d'études marketing serait à l'origine des blagues. Pour répondre à la question, un concours a été lancé à grand renfort d'indices cachés dans les paquets de carambars et sur la page Facebook et Twitter de la marque. Il promettait d'offrir à la première personne qui trouvait la réponse un lot d'une valeur approximative de 20 000 €. S'il a suscité une foule de propositions sur les réseaux sociaux, hashtag le rédacteur carambar. À ce jour, le mystère de l'identité du rédacteur carambar reste entier, faisant partie du mythe de la marque. La fin des blagues carambar, un coup de maître. En mars 2013, la société annonce la fin des blagues carambar pour les remplacer par des jeux ludo-éducatifs. Cette annonce fait l'effet d'une bombe chez les amoureux du bonbon au caramel enrobé de chocolat qui lancent une pétition pour demander leur maintien. Mais seulement quelques jours après, la firme dévoile avec humour qu'il ne s'agissait que d'une énorme blague. Ce drôle de coup de pub organisé par l'agence Fred et Farid Paris, en accord avec la maison Carambar, a fait beaucoup couler d'encre. Il aura prouvé, s'il en était besoin, l'attachement profond des consommateurs pour ce drôle de caramel natif de Marc-en-Barœul. Je sais pas comment ça se dit. B-A-R-O-E dans le O-U-L. Ensuite, pourquoi les sorciers des contes portent-ils souvent un chapeau pointu? Chaudron, verrue sur le nez, balai et chapeau pointu. Voici ce qui fait une vraie sorcière de conte. Mais d'où vient cette tradition du chapeau pointu? L'histoire des sorcières commencerait avec Circé, l'une des premières figures magiques de la mythologie grecque. Fille d'Hélios, le dieu du soleil, et de Perséis, Circé était une magicienne experte en métamorphose et en poison. Sa réputation de manipulatrice et de créatrice de potions a peu à peu façonné l'image de la sorcière. Elle représente une femme indépendante, ce qui lui a valu d'être diabolisée par de nombreux hommes. Sa maîtrise des sortilèges a par la suite inspiré les histoires de sorcellerie d'aujourd'hui. Ainsi, même si Circé ne portait pas de chapeau pointu, son rôle dans l'imaginaire collectif a contribué à façonner les premières bases de l'image des méchantes sorcières. Pourquoi les sorcières ont-elles un chapeau pointu? Le chapeau pointu est devenu un symbole incontournable des sorciers dans l'imaginaire collectif.
mais son origine est encore un peu floue. Pendant le Moyen-Âge, les femmes associées à des activités illicites ou marginales, comme les tenancières de brasserie, portaient parfois des couvre-chefs coniques pour se faire remarquer sur les marchés. D'autres théories évoquent une origine moins flatteuse. Le chapeau pointu pourrait venir du judenhut, un couvre-chef imposé aux juifs dans l'Europe médiévale pour les distinguer. Plus tard, les sorcières condamnées pour sorcellerie durent porter ce même type de chapeau comme symbole de honte. La forme pointue du chapeau aurait aussi un aspect symbolique. Dans certaines cultures, elle représenterait la sagesse et la connexion avec le divin. Pourquoi sorcières et balais? Non. Pourquoi sorcières et balais sont souvent indissociables? L'image de la sorcière chevauchant un balai remonte au Moyen-Âge. Les druides bretons utilisaient alors des balais engenés auxquels ils attribuaient des propriétés magiques. Ces objets, présents dans toutes les maisons, étaient discrets et permettaient de ne pas éveiller les soupçons. Cependant, le balai est aussi chargé d'une symbolique sexuelle. En plaçant un balai entre leurs jambes, les sorcières semblaient revendiquer une autonomie et une puissance qui dérangeaient. Par ailleurs, certains témoignages évoquent l'usage d'hallucinogènes appliqués sur les manches de balai. Ces substances donnaient aux consommatrices l'impression de voler, ce qui semble avoir renforcé l'idée que les sorcières utilisaient ces balais pour leur rassemblement nocturne. Pourquoi dit-on chapeau pointu turlututu? L'expression chapeau pointu turlututu fait tout de suite penser aux comptines pour enfants ou à certaines chansons traditionnelles issues du folklore. L'origine de cette expression n'est toutefois pas très claire. Il pourrait simplement s'agir d'une rime ou d'une façon de jouer avec les sonorités. Turlututu pourrait aussi venir de turluter, un mot qui fait référence au son de la flûte. On retrouve cette expression dans de nombreuses chansons joyeuses, ce qui contraste avec la vision plus sombre du chapeau pointu associé au Moyen-Âge et aux sorcières. Symbole de légèreté et de fantaisie, chapeau pointu turlututu a quand même réussi à traverser les générations. Ensuite, prochain savoir, et non pas des moindres, à quoi servent les crottes de nez? Alors, les crottes de nez, bien que peu attrayantes, jouent un rôle crucial dans la protection de notre système respiratoire. Découvrons ensemble leurs fonctions et l'importance de leur gestion. Les crottes de nez ou mucus nasal séché sont souvent perçues comme un désagrément quotidien. Cependant, elles sont essentielles à notre santé respiratoire, agissant comme des filtres protecteurs qui empêchent les particules indésirables et les pathogènes de pénétrer plus profondément dans nos voies respiratoires. De quoi est composé le mucus nasal? Le mucus nasal est composé principalement d'eau, de protéines, d'anticorps et de sel dissous. Cette substance visqueuse capture poussière, pollen, microbes et autres particules, empêchant leur entrée dans les poumons.
Le mucus sèche ensuite, formant les crottes de nez que nous connaissons, qui sont ensuite expulsées, éliminant ainsi les débris accumulés. Pourquoi prendre soin de nos crottes de nez? Bien que leur présence soit utile pour filtrer et nettoyer l'air inspiré, une gestion hygiénique des crottes de nez est cruciale. Se moucher régulièrement dans un mouchoir propre et éviter de les retirer avec les doigts peut prévenir la propagation des germes et maintenir une bonne santé nasale. Maintenir une bonne hydratation est essentiel pour la production de mucus de bonne qualité. L'utilisation d'un humidificateur pendant des mois, l'utilisation d'un humidificateur pendant les mois secs ou l'application de sprays nasaux salins peut aider à maintenir l'humidité dans les voies nasales, favorisant ainsi la santé respiratoire et prévenant la formation excessive de crottes de nez. Qu'est-ce qui est tombé? Et pour finir, combien de temps? Mais c'est quoi qui frotte là? C'est pénible. Alors, combien de temps faudrait-il pour regarder toutes les vidéos YouTube? Vous vous êtes déjà demandé combien de temps il faudrait pour visionner tout le... Ça commence à m'énerver. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me gêne. Bon. Vous vous êtes déjà demandé combien de temps il faudrait pour visionner tout le contenu YouTube? Spoiler, vous ne vivriez pas assez longtemps pour y arriver. Voici quelques explications qui donnent le vertige. On estime que chaque minute, plus de 500 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube, soit plus de 30 000 heures de contenu ajouté chaque heure. Cela signifie qu'en une journée, environ 720 000 heures de nouvelles vidéos rejoignent la plateforme. Si l'on considère qu'un être humain peut regarder en moyenne 16 heures de vidéos par jour en se laissant 8 heures pour dormir, il faudrait compter plus de 80 ans pour regarder une seule journée de nouvelles vidéos publiées, et cela sans compter les milliards d'heures de contenu déjà disponibles sur YouTube. Combien de temps faut-il pour regarder toutes les vidéos YouTube? Si vous vouliez regarder toutes les vidéos actuellement disponibles sur YouTube, il vous faudrait plusieurs vies. Les estimations varient, mais on parle de plus de 1 milliard d'heures de contenu. En supposant que vous consacriez chaque instant de votre vie à regarder des vidéos sans dormir ni manger, cela représenterait environ 81 000 ans de visionnage ininterrompu. Ce chiffre est toutefois en constante augmentation chaque seconde. Des heures de contenu sont ajoutées, rendant cette tâche littéralement impossible. En d'autres termes, même si vous commenciez maintenant, vous seriez éternellement en retard. Quelle est la durée moyenne de visionnage sur YouTube? Malgré l'immensité du contenu disponible, la durée moyenne de visionnage en utilisateur est relativement modeste. Les données montrent qu'en 2021,
moyenne passe environ 13,5 heures par mois sur YouTube, que ce soit pour regarder des tutoriels, des vidéos de divertissement ou pour écouter de la musique ou regarder de l'ASMR. Cependant, cette durée de visionnage varie selon les pays et les tranches d'âge. Les jeunes, par exemple, passent bien plus de temps sur la plateforme. À l'échelle globale, cela représente plus de 1 milliard d'heures regardées quotidiennement. Un chiffre qui montre à quel point YouTube fait partie de la vie des nouvelles générations. Cette habitude de durée de visionnage place YouTube parmi les médias les plus consommés au monde, surpassant parfois la télévision traditionnelle. Quelle est la durée totale de toutes les vidéos YouTube? La durée totale de toutes les vidéos YouTube est incalculable avec précision, mais les estimations atteignent plusieurs dizaines de milliards d'heures. Ce chiffre continue de croître exponentiellement, avec des vidéos publiées dans tous les domaines possibles: musique, éducation, divertissement, actualité et bien plus encore. Si YouTube était une bibliothèque, ce serait l'équivalent d'une bibliothèque infinie où de nouvelles étagères seraient ajoutées chaque seconde. En fin de compte, YouTube reflète la diversité et la créativité humaine à une échelle jamais vue auparavant. Cela en fait un véritable miroir de notre société, capturant à chaque instant l'évolution des idées et des tendances du monde entier. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, ma foi, très intéressante. Avec des bonnes questions bien inutiles mais c'est toujours intéressant de se poser des questions bizarres. Les amis, je vous fais de très gros bisous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme, que tout le monde se porte bien, que vous avez la santé, tout ça. Moi ça va de mieux en mieux. Voilà, j'essaye de remonter la pente, de garder le cap et je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour ça me gratte, pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Aïe. Ça me fait très plaisir. Bienvenue ici, bienvenue dans votre safe place. Voilà, je vous remercie tous du fond du cœur encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos vues. Ça me fait très plaisir. Je compte bien continuer les lectures chuchotées avant de... Je sais pas, si un jour j'ai un déclic pour un nouveau concept, des innovations pour changer ou pour me diversifier, on verra, je sais pas, ça arrivera. Je me fais confiance et vous appréciez les lectures chuchotées, donc c'est le principal. Donc je vais continuer, je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Bientôt les 1 an de la chaîne d'ailleurs, bientôt dans un peu plus d'un mois et demi déjà. Déjà ça passe vite, donc voilà, bon, trêve de blabla, moi je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, of course. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, c'est important, gardez le moral, gardez le cap. Je
je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma force et toutes les bonnes ondes qu'il faut pour que vous alliez bien. Merci d'être là et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.